Alors c'est aujourd'hui que s'ouvre en Chine le plénum du Parti communiste pour déterminer la feuille de route pour les 5 prochaines années, feuille de route économique sur la période 2021-2025. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Avant de parler de ce plan quinquennal, parce que c'est très intéressant, chinois, on entend partout que la reprise économique chinoise, elle est solide. Est-ce qu'elle est aussi solide que ce qu'on nous vend? On sait que les statistiques sont souvent sujettes à caution dans ce pays, mais on voit une accélération entre le deuxième et le troisième trimestre. Il y a eu un premier trimestre à moins 7%, je résume un petit peu. On a fait plus 3 au deuxième, plus 5 au troisième. Même la consommation, en septembre, a semblé repartir. Est-ce que vraiment la reprise s'accélère en Chine ? Alors, la reprise s'accélère en Chine, ça c'est assez probable. Bon, il y a toujours cette question qui se pose sur les indicateurs de croissance en Chine qui ne sont pas construits selon les standards qui sont pratiqués dans les pays développés, et donc sur lesquels il y a toujours un doute. Mais bon, il y a d'autres indicateurs qui sont plutôt convergents et plus difficiles à manipuler, donc il y a probablement quelque chose de vrai dans tout ça. En partie au fait qu'il y a moins de deuxième vague épidémique, beaucoup moins que dans d'autres pays. Donc de ce point de vue-là, le gouvernement chinois n'a pas mis en place de mesures restrictives aussi fortes que celles qu'on voit apparaître dans d'autres pays, en particulier en Europe ou aux États-Unis. Et puis, donc ça donne une image plutôt positive de la reprise de l'activité en Chine. Alors par contre, là où il faut faire attention, c'est quand on compare la Chine à d'autres pays, on pourrait se dire... Bon, c'est très bien, la Chine, ils sont revenus là, au niveau d'activité, c'est la première économie, la première grande économie à être revenue au niveau d'activité d'avant la crise, contrairement à des tas d'autres pays. Mais voilà, la Chine a une tendance de croissance qui est entre 6 et 10%, ou entre 5 et 10%, on va dire, et elle a perdu une année de croissance. Donc, en fait, elle a accumulé un retard bien plus important que d'autres pays qui ont des tendances de croissance moins fortes. Et si la Chine a une grosse tendance de croissance, une tendance de croissance aussi élevée, c'est parce qu'en fait, la Chine rattrape. Et le phénomène de rattrapage, il ne s'est pas interrompu pendant la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, la Chine a un retard qui est en fait assez comparable à celui des autres économies, même si sa dynamique nous indique qu'elle devrait avoir rattrapé la situation d'avant la crise, avant les autres. Pardon, et je vous écoute, en même temps, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comparer la France, encore une fois, à la Chine? Parce qu'on dit, vous l'avez rappelé, que la Chine est le premier pays à avoir retrouvé son niveau de prospérité d'avant Covid. Pourquoi on peut pas, nous on ne dit pas avant 2022, et manifestement ce sera plus tard que peut-être que 2022. Pourquoi on peut pas se comparer? Oui, ça c'est des éléments tout à fait factuels et tout à fait... mais ce n'est pas complètement comparable, parce que la France est une économie mature, avec un niveau de vie plutôt élevé et une croissance annuelle qui est relativement faible, qui est en gros uniquement due à la croissance de la population active, qui est assez faible, et au progrès technique, donc ce qui fait à peu près 1% de croissance. Donc quand on revient 2 ans après le début de la crise au niveau d'avant la crise, ça veut dire qu'on a perdu 2 années de croissance, c'est-à-dire à peu près 2 points d'activité. La Chine, c'est une activité en plein rattrapage, donc elle investit énormément, et cet investissement provoque une croissance qui est très élevée. Oui, j'ai compris, elle perd une seule année, mais elle en perd 6 d'un coup. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Compris. Et ça, c'est important à prendre en compte, parce que cette dynamique sous-jacente de la Chine, elle a des conséquences. Elle a des conséquences en termes, par exemple, de productivité du travail. Donc ça veut dire que si vous voulez garder le chômage constant, il faut en fait avoir une croissance de l'activité qui est de 6% par an. Donc quand la Chine revient à son niveau d'activité d'il y a 2 ans, il y a 1 an, en fait ce que ça veut dire, c'est que compte tenu de la productivité du travail qu'il y a en plus, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a implicitement, de façon sous-jacente, un chômage ou un moindre emploi des gens qui sont dans les campagnes vers les villes, qui a des conséquences sur l'ensemble de la société chinoise. Donc il n'y a pas un envers du décor qu'on ne nous montre pas, encore une fois, sur cette reprise chinoise? Parce que vu d'ici, alors qu'on parle de rechute, on parle de rechute en France. Bruno Le Maire l'a dit vendredi, de rechute de l'activité sur la fin d'année, voir une économie dont la reprise s'accélère. Premier pays à être entré dans la crise, premier pays à en être sorti. Il y a peut-être des leçons à tirer. Après, bon, je ne suis pas sûr qu'un contrôle identique, nos mouvements à la chinoise serait pas possible en France. C'est souhaitable et souhaité. Et accepté. Oui, la première
la première leçon à tirer, elle est en fait sur l'efficacité des mesures prophylactiques. Alors bon, la Chine c'est très compliqué parce qu'on a du mal à connaître la réalité. On le disait sur les statistiques économiques, on a encore plus probablement de mal à connaître la réalité des statistiques sanitaires et l'OMS a pu être critiquable sur sa façon de transmettre les informations sur la Chine. En tout cas, c'est un reproche qui fait à la Chine de ne pas avoir donné toute la réalité du développement de l'épidémie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait sur le développement de l'épidémie en Chine est un développement qui est conforme à ce qui se passe en réalité ou pas? C'est une question. Mais c'est sûr qu'il y a un lien entre la reprise de l'activité et les mesures prophylactiques qu'on est amené à prendre. Donc, les mesures prophylactiques, c'est-à-dire tout ce qui est restriction de déplacement, de consommation, qui a des conséquences dans votre activité professionnelle, mais aussi des conséquences en termes de loisirs et en termes d'accès à la consommation. Alors, de ce point de vue-là, probablement la Chine, par une organisation, on va dire, qui fait moins de place aux libertés individuelles, a la possibilité d'appliquer des mesures prophylactiques plus fines, avec aussi peut-être une administration qui est plus préparée à ces mesures prophylactiques depuis le SARS. Voilà, donc ça peut expliquer. Maintenant, l'épidémie n'est pas terminée. La deuxième vague peut très bien se développer en ce moment en Chine, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en sera dans 2 mois, dans 3 mois Bon, en la matière. dans l'actualité, c'est aussi pour ça qu'on en parle évidemment, c'est ce plan quinquennal qui va être discuté au niveau du parti cette semaine. On a compris, enfin on va attendre de voir ce qu'il en ressort, mais ce qui se dit c'est qu'il y aura cet objectif pour la Chine de s'appuyer davantage sur son marché intérieur, sur sa consommation, avec un modèle économique qui est peut-être un petit peu fragilisé par les guerres commerciales et quand même par la crise sanitaire. Oui, un petit peu fragilisé, c'est un euphémisme. Alors, il y a la conjonction de à la fois les guerres commerciales et toutes les opérations qu'a conduites Trump contre la Chine, mais aussi le fait que probablement il y a plus beaucoup de pays qui sont prêts à être aussi bienveillants qu'ils étaient avec la Chine en matière commerciale, dans un cadre où l'OMC n'est plus soutenu par les États-Unis et où l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est à 2 doigts de s'effondrer. Donc on est passé, disons, d'une phase plutôt de menace sur le commerce à la mise en œuvre de sanctions commerciales qui touchent la Chine. Par exemple, on a tous en tête l'exemple de Huawei et de la 5G. Mais ça, c'est pas un autre Huawei. volet du plan, à savoir gagner en autonomie technologique. Je ne dis pas que les deux ne sont pas incompatibles, mais enfin, cette idée d'abord que la consommation pèse plus dans le PIB chinois, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on compare la Chine par rapport aux autres pays, je crois que le poids de la conso est beaucoup, 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 beaucoup plus faible. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que voilà, c'était déjà le cas dans le précédent plan d'essayer de développer la partie consommation, d'avoir une autonomie de l'économie chinoise. La Chine, c'est un énorme marché, c'est 1,5 milliard de consommateurs. Donc, d'une certaine façon, la Chine n'a pas besoin du reste du monde. Mais ce plan qui est en discussion, il va être effectivement axé à la fois sur le développement de cette économie intérieure et de cette autonomisation de la Chine, avec moins d'imports de la Chine et un modèle moins dépendant aux exportations, et puis aussi une autonomisation en termes technologiques, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la Chine produisait une partie des biens industriels et fournissait ces biens industriels à des pays qui pouvaient y rajouter de la valeur ajoutée technologique, comme par exemple les téléphones qui étaient fabriqués en Chine, mais qui étaient sur des bases de technologie et de conception de produits et de marketing et de mise en œuvre de ces produits ensuite, qui était l'apanage des pays développés. Et la Chine veut aller vers l'autonomie complète, être leader en fait en matière technologique, dans tous les domaines de la technologie, de l'aviation à l'informatique, en passant par évidemment la biologie et les applications médicales. Donc c'est ce que ce plan va poser, c'est cet objectif-là, c'est un petit peu inspiré de Made in China 2030, qui était le plan précédent. Et qui a Made in China 2025, pardon, qui était le plan précédent et qui avait un peu fait lever quelques sourcils à l'Occident, mais qui là va revenir en pleine force. En fait, dans ce contexte de guerre commerciale, la Chine étant en quelque sorte légitimée dans sa stratégie d'autonomie économique.
Bon, on verra ce qu'il en ressort de ce plénum du Parti communiste chinois de cette semaine. Merci en tout cas, merci. Explication signée Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Bonne journée, bye.